Allons-y, allons-y. Bien, merci d'être là, hein, déjà, d'avoir répondu à mon invitation, ça fait plaisir. Nous, ce qu'on a choisi, c'est dans l'esprit tiers-lieu collectif de vous faire une présentation croisée au lieu de faire 2 présentations successives. L'idée, c'est de comparer 2 terrains de thèse. On en a choisi 2 qui nous semblaient intéressants à croiser. Voilà, donc il s'agit des espaces Saccari à Plasac, dont vous avez déjà entendu parler à travers la présentation de Grégory, donc là vous allez en savoir plus. Et le deuxième, c'est l'hôtel Pasteur à Rennes, dont vous avez déjà entendu aussi un peu parler grâce à la présentation de Goulven. Et donc on va s'axer, donc là l'angle spatial va un peu se focaliser sur la question architecturale. Et voilà, nous sommes à la recherche d'un idéal type. Alors, du coup, vous en avez déjà entendu parler. On voulait juste savoir si vous connaissiez ces deux projets-là, pour savoir à quel public on s'adresse. Alors peut-être qui connaît les espaces Saccari à main levée? D'accord. Et l'hôtel Pasteur? Ok, super. C'est quasiment les mêmes, très bien. Donc moi, je ne vais pas me représenter. Je pense qu'il y a eu toute ma biographie au départ. Donc voilà, on peut continuer. Et donc moi, je suis Céline Demille, doctorante CIFRE en géographie et aménagement du territoire. Donc un doctorat à CIFRE, c'est un doctorat en entreprise que j'ai réalisé dans une agence d'architecture qui s'appelle Encore Heureux. Donc pour vous resituer un petit peu notre idée, notre propos... l'idée, c'est d'interroger donc l'angle architectural, mais donc par la posture de l'architecte. Comment l'architecte intervient dans ces projets de tiers-lieux. Donc pour ça, on va revenir très en arrière pour refaire un petit cadrage historique. L'idée, c'est de se demander comment l'architecte devient cette hauteur démiurge qu'on a connue et qu'on a peut-être tous en tête à travers un cliché d'architecte sur son piédestal. Donc en gros, ça remonte à l'Antiquité avec les premiers architectes maîtres d'œuvre qu'on connaît peut-être sous des noms célèbres comme Imhotep ou Vitruve. Voilà, c'est pour vous dire que ça apparaît très tôt et qu'en fait, au Moyen-Âge, ce statut va un peu disparaître ou en tout cas se nuancer et il va plutôt prendre le rôle de coordonnateur de chantier, de maître d'œuvre sur des corps de métiers particuliers. C'est pour ça qu'on ne connaît pas forcément le nom de l'architecte de la cathédrale Notre-Dame. Et enfin, c'est plutôt au XIIIe siècle, avec la naissance du concept de projet, donc le fait de dissocier en fait le faire du concevoir, vont apparaître les premières signatures d'architectes, donc où les personnes vont être vraiment mentionnées. Ça s'applique uniquement pour le moment pour les constructions prestigieuses, mais ça va peu à peu se développer. Au XVIIe siècle, il y aura l'Académie royale d'architecture. Donc moi, je suis bien dans le contexte français quand je vous explique ça. Et ça distingue l'architecte de l'ingénieur. Donc cette image de l'architecte artiste est distinguée de l'ingénieur constructeur. Au XVIIIe, il y aura l'apparition des ateliers collectifs d'architecture. Donc là, on se dit... super, on commence à concevoir en collectif. Or, ça reste quand même quelque chose d'un petit peu marginal, surtout en France. En fait, c'est des architectes qui sont à la tête d'ateliers avec des personnes qui travaillent pour eux. Enfin, au XIXe siècle, on n'a toujours pas de distinction entre ce qu'est l'architecte et l'entrepreneur, ce qui reste quand même assez important en termes de responsabilité. Et c'est avec la loi sur l'architecture de 1977 que la protection du titre d'architecte et le monopole associé, que là vraiment on a cette conception de l'architecte seul qui se représente en son nom personnel. Ça devrait passer à la diapo suivante. Ah, je sais pas. Voilà. Donc, la question qu'on se pose derrière ça, c'est est-ce que tout ce contexte va donner en fait l'impression d'un créateur un peu hégémonique et en fait, on le constate aussi à travers des projets qui montrent cet architecte comme artiste isolé et visionnaire. Des projets utopistes et titanesques. Alors là, il y a 3 exemples sur la diapositive, mais il y en a des milliers d'autres.
L'idée, c'est juste de vous dire qu'entre le 18e et 2008, on a toujours des personnes qui font des grands monuments en réfléchissant voilà, comme une personne individuelle. Le XXe siècle va même augmenter un peu cette mégalomanie créatrice grâce à la mondialisation et l'outil informatique qui n'est pas non plus anecdotique dans cette construction. On atteint dans les années 90 l'apogée, enfin, ce qu'on peut situer comme l'apogée avec ce qu'on appelle les starchitectes. Donc ces noms très célèbres qu'on appelle et pour créer des monuments et devenir des signatures emblématiques. Et on commence à nuancer les choses dans les années 2010 avec l'effet Bilbao. Donc est-ce que le musée Guggenheim à Bilbao a-t-il réellement redynamisé cette ville ? Ça reste à relativiser. Et puis des mobilisations sur des choses qu'on va commencer à appeler les grands projets inutiles à imposer. Donc vous voyez, la critique commence vraiment à s'installer. Ce qu'on peut voir ensuite, c'est que parallèlement à cette compréhension de l'architecte comme un créateur hégémonique, depuis les années 70, une déprise du métier d'architecte est également à l'œuvre. Donc Dominique Reynaud parle de crise de légitimité pour caractériser et définir cette transformation du métier d'architecte. Alors cette transformation, en fait, elle est liée à un éclatement de la profession, notamment à partir des 30 Glorieuses, dans un contexte de rationalisation des procédures de conception de projets urbains, de simplification des programmes et d'uniformisation des produits. Cet éclatement de la profession, elle se fait en différents corps de métiers. On voit émerger à ce moment-là les bureaux d'études d'ingénierie, les économistes de la construction, les OPC, qui sont des métiers dédiés au suivi et à la coordination globale de projets. Donc on voit d'une part que le métier d'architecte se voit éclater, ses compétences s'éclater. Parallèlement à ça, avec la réglementation de 1973, on voit également une dissociation claire entre les compétences attribuées à la maîtrise d'ouvrage, aux décideurs, et celles attribuées à la maîtrise d'œuvre, l'architecte. Notamment une dissociation qui se fait concernant le programme des projets. Donc en fait, le maître d'œuvre ne pourra plus co-concevoir le programme et donc aussi analyser les besoins auxquels répond son projet avec le décideur, la maîtrise d'ouvrage. C'est bien le maître d'ouvrage qui se voit obligé de concevoir, comprendre les besoins du territoire, construire le cahier des charges et le maître d'œuvre à lui de mettre en forme. Donc on voit qu'à ce moment-là, à partir des années 70, le métier d'architecte se voit grignoter dans ses phases de conception amont. Et puis, parallèlement à cela, encore, on voit aussi s'accroître les missions commandées par des maîtrises d'ouvrage privées. Donc l'acteur un peu, le stéréotype de la maîtrise d'ouvrage privée étant le promoteur immobilier. Donc cet accroissement des maîtrises d'ouvrage privées, c'est lié à une privatisation, à une financiarisation de la fabrique de la ville. Et donc, dans ce cadre de ces commandes privées, on voit que l'architecte se voit déposséder cette fois du suivi de chantier. Et donc, c'est cette fois dans l'aval de ses compétences d'architecte qu'il se voit aussi grignoter, ses compétences. Donc voilà, on a globalement, en fait, on assiste à un éclatement des compétences de la maîtrise d'œuvre. Et c'est un petit peu en réaction à cette transformation du métier d'architecte depuis les années 90 qu'on voit émerger des collectifs d'architectes en France qui veulent un petit peu essayer de repenser leurs pratiques. Et donc ces collectifs d'architectes, ils viennent s'opposer à la pratique architecturale conventionnelle. Ce sont réellement des architectes qui s'inscrivent à la marge dans une réflexion qui se fait, comme vous l'avez dit aussi, dans une réflexion politique. Ça s'applique aussi aux collectifs d'architectes et qui viennent essayer vraiment de s'éloigner de cette réflexion très rationnelle et simplificatrice du projet architectural et urbain. Et donc ces architectes, ils et elles, expérimentent alors des méthodes de co-conception avec les habitants et les habitantes, tout en se repositionnant dans le champ culturel. Alors c'est assez intéressant de voir que ces collectifs, en fait, viennent s'intéresser à des méthodologies de construction de projets architectural en se rapprochant des méthodologies d'éducation populaire, de participation citoyenne, mais également en venant créer des porosités avec le champ culturel qui, à ce moment-là aussi, vit sa propre révolution.
C'est-à-dire que dans le champ culturel, on voit aussi des artistes qui viennent interroger leur manière de produire, et notamment leur manière de produire en lien avec les territoires, en lien avec les habitants, et dans une porosité aussi avec les territoires dans lesquels ils s'implantent. Et donc cette transformation à la fois du métier d'architecte, à ses marges, hein, là on en est encore qu'à quelques collectifs d'architectes dans les années 90, et parallèlement cette transformation aussi de la pratique artistique, elle s'incarne par des lieux, alors des lieux, comme on l'a dit, hein, qui ont une historicité, une généalogie sur plusieurs siècles, mais qui s'intègrent et s'inscrivent dans un processus de légitimation, notamment en 2001, avec la publication du rapport L'Extrait, qui caractérise ces lieux, qui sont des friches culturelles, par les nouveaux territoires de l'art. Et donc ces nouveaux territoires de l'art, ce sont des lieux d'effervescence artistique qui renouvellent les relations aux habitants. Et ce sont ces lieux qui favorisent aussi la rencontre de ces pratiques architecturales et artistiques, elles-mêmes en recomposition. Voilà, on peut, par ces territoires de l'art, peut-être celui qui est le plus emblématique, c'est la friche Label de Mai, que vous connaissez peut-être, qui est à Marseille, et où là, typiquement, on voit vraiment des pratiques artistiques se recomposer, parallèlement à des pratiques architecturales aussi en transformation, avec cette figure sur laquelle on reviendra de Patrick Bouchain, un architecte assez connu pour sa reconversion de friche culturelle. Et donc ça nous pose une première problématique, qui est, est-ce que les tiers-lieux, tels qu'on les caractérise aujourd'hui, peuvent peut-être être des héritiers de ces friches culturelles, qui sont les lieux de ces recompositions à la fois du champ culturel et du métier d'architecte. Alors, une deuxième question qu'on a voulu se poser, c'est est-ce que les tiers-lieux sont une commande intéressante pour les architectes ? Et alors, moi, ça m'a sauté aux yeux lors de la soutenance de thèse de Fabien Rex l'autre jour, lorsqu'il nous parlait des aspirations de la nouvelle génération d'architectes. Donc, ça a tiré d'une enquête Génération HMONP publiée en 2021. Et en fait, il y a 3 points importants qui se matérialisent. Le premier point, c'est le fait d'avoir envie de s'ancrer dans un territoire pour revenir aux racines. En particulier en milieu rural, mais pas que. C'est plutôt le départ de la métropole parisienne. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est le fait de développer une approche pluridisciplinaire et collective, et en particulier proche des valeurs de l'ESS. Et le troisième point, c'est le fait de promouvoir une conception éco-responsable, et en particulier à travers la réhabilitation. Donc ces 3 points m'ont fait tilt, j'en ai parlé avec Céline, et on se disait que c'était effectivement, les tiers-lieux pouvaient représenter cette commande idéale pour cette nouvelle génération d'architectes. De plus, il y a aussi en croisant avec un autre ouvrage qui s'appelle « Pour une architecture des communs, autoconstruction et espace collectif ». Là, on parle de l'envie d'avoir une pratique non conventionnelle. D'une part avec l'autoconstruction, accompagner la co-conception, le fait d'avoir des architectes de proximité aussi à la manière des médecins de campagne, et enfin la notion de déprise d'œuvre qui apparaît et qui refait le lien avec ce que je disais au départ, c'est-à-dire le fait de se détacher du nom d'architecte et de pratiquer en collectif et non en tant qu'individu. Voilà, bon, je vais passer très vite sur ce slide, c'est sur notre méthode de recherche, sur les terrains, la partie quantitative, etc. Si vous avez des questions à la fin, on reviendra dessus, mais gagnons du temps. Donc, on va vous présenter nos 2 terrains d'études et on va vous expliquer comment on répond à ces 2 questions posées avant. Donc, le premier terrain se situe à Plasac, donc... il s'agit des espaces Sacquary. Plasac est en Haute-Gironde et c'est une commune dite rurale de moins de 1000 habitants qui est le long de l'estuaire de la Gironde. Ce qui est particulier aux espaces Sacquary, si on doit le faire rentrer dans la catégorie tiers-lieu, c'est qu'il se définit lui-même comme un éco-tiers-lieu nourricier. Et c'est bien les espaces Sacquary avec un S, puisqu'on ne parle pas uniquement d'espaces bâtis, mais en fait la majorité du projet s'intéresse à 13 hectares
Alors, il y a 2 terrains en particulier avec des activités qui vont se développer. Je ne vais pas m'étendre dessus puisque le sujet d'aujourd'hui, c'est l'espace architectural, mais on pourra y revenir aux questions si vous voulez. Voilà, bon, ça on peut... Caroline pourra nous en parler après. Voilà. Juste pour vous dire ce qu'il y a dans ce tiers-lieu pour que qu'on ait un petit peu de cadre. Donc il y a un bâtiment phare, en fait il y a 3 bâtiments, mais il y en a un qui est très important, qu'on a vu avant sur la vue aérienne. Et dans cet espace d'environ 450 mètres carrés, il y a un café associatif, une cuisine collective, des espaces de travail, de la formation, potager partagé, des spectacles aussi. En fait, voilà, tout plein d'ingrédients qui font qu'on peut qualifier ça de tiers-lieu. On va se focaliser sur les architectes, donc je vous les présente. Les personnes qui ont travaillé sur ce projet de réhabilitation, il s'agit de Nicole Concordet, donc qui est l'architecte conceptrice du projet, qui a cofondé l'atelier Construire avec Patrick Bouchin, on reviendra dessus. Et qui donc s'occupe de la conception de son projet au sein de son agence et qui a proposé à Caroline Bonnet, qui est dans la salle, de travailler avec elle et en faisant la permanence architecturale de chantier. On va vous en dire plus, mais bon voilà, c'est pour vous dire que c'est un binôme de femmes, on peut dire de 2 générations différentes. À mon tour de vous présenter mon terrain, donc l'Hôtel Pasteur à Rennes. Donc l'Hôtel Pasteur, c'est une ancienne faculté des sciences. On reviendra un petit peu après sur les généalogies. Mais donc c'est un projet qui a fait l'objet d'une expérimentation de 2012 à 2020 et continue encore à expérimenter, mais en tout cas dans sa phase architecturale. Ce sont ces temporalités. Donc on est à Rennes, en Ille-et-Vilaine, vraiment en pleine centralité. On est dans plein cœur de la ville de Rennes, à quelques pas du centre ancien du quartier Sainte-Anne de Rennes et à 10 minutes de la gare. Alors c'est un bâtiment donc, de 5500 mètres carrés qui ont été réhabilités pour un budget d'1,8 million d'euros hors taxe. Alors la particularité peut-être de ce lieu, donc c'est une propriété publique, c'est un foncier public dans lequel se partagent 3 fonctions. En rez-de-chaussée, une école maternelle. Sur l'aile nord, un EduLab. Alors c'est un tiers-lieu numérique qui est porté par la collectivité, entièrement géré par l'institution publique. Et dans le reste du bâtiment, donc presque l'intégralité du premier étage, on a un lieu tiers-lieu recherche, un lieu qui s'auto-définit comme un tiers-lieu recherche, qui est en fait un lieu d'expérimentation venant accueillir des porteurs et des porteuses de projets ayant des projets liés à la transition socio-environnementale et vous souhaitant le mettre en place gratuitement dans un espace pour des temporalités pouvant aller de 3 heures à 3 mois. Alors très rapidement, la particularité peut-être de l'Hôtel Pasteur, c'est la diversité des architectes qui sont intervenus dans le projet. Alors ça fait un petit peu écho à ce qu'on a mentionné tout à l'heure. On a Sophie Ricard, qui est vraiment la personne emblématique du projet, qui a des compétences d'architecte, mais qui est arrivée dans une permanence pré-programmatique et qui a co-construit le programme du projet avec les habitants. On y reviendra. Et puis, dans une phase plus classique, des architectes en maîtrise d'œuvre, d'abord pour la réhabilitation du clos couvert et puis encore heureux dans un second temps pour la réhabilitation intérieure des lieux. Voilà. Donc on voulait vous présenter les choses sur 3 aspects. La première, c'est l'émergence du projet. Donc là on va faire un peu vite, mais l'idée c'est que vous ayez en tête la généalogie. Donc ce bâtiment à Plassac, c'est, alors de ce qu'on m'a dit à peu près, vous pourrez me corriger après, une maison un peu de réception pour un peu impressionner les futurs acheteurs du monde viticole. Ensuite, c'est devenu une mairie. Entre 85 et 94, j'ai pas trop d'informations, mais j'ai l'impression que c'était plutôt inutilisé. Et enfin, jusqu'à 2020, c'est devenu une maison des associations. Et ce qui est intéressant, c'est que donc j'ai pas précisé que c'était un foncier qui appartenait à la commune.
et qu'il y a eu des tentatives pour vendre ce gros bâtiment un peu imposant. Finalement, il y a eu un legs d'un terrain derrière avec des tentatives de jardin partagé. Et tout ça a fait que ça a créé tout un ensemble, je vous disais, en comptant les 13 hectares, qui a donné envie à la nouvelle municipalité arrivée en 2020. Et grâce à la création d'une association, a lancé ce projet de tiers-lieu. Donc c'est à la fois à l'origine vraiment la mairie qui a proposé ça, mais très rapidement il y a un collectif qui s'est formé. Pour l'hôtel Pasteur, donc comme je vous l'ai dit, c'est une architecture qui est construite à la fin du 19e siècle, une faculté des sciences jusqu'en 1967, puis en 1968 réquisitionnée par les étudiants de la faculté dentaire, qui créent la faculté dentaire de Rennes, avec au rez-de-chaussée un centre de soins dentaires qui soigne notamment des personnes en situation de précarité à Rennes pendant plusieurs décennies. En 2012, c'est le départ de la faculté dentaire à l'extérieur de la ville, et en 2018, le départ du centre de soins dentaires. La collectivité, là encore, se retrouve à devoir gérer un foncier public avec des enjeux de réhabilitation qui nécessitent des budgets conséquents, des projets alternatifs assez peu convaincants à leurs yeux, c'est-à-dire soit la vente de ce foncier public à 1 euro symbolique par un promoteur immobilier qui en fera un hôtel de luxe, soit un musée. Et alors ça, c'est assez intéressant, on pourra y revenir, mais un musée destiné à valoriser le savoir scientifique de Rennes, et donc un projet qui n'a pas forcément convaincu la municipalité. Et donc en 2012, le maire de Rennes, Daniel Delaveau, passe commande à Patrick Bouchin, et plus particulièrement à son association, Notre Atelier Commun, pour mettre en place une université foraine. Alors, une université foraine, c'est un concept sorti un petit peu de l'imagination de Patrick Bouchin et de ses collaborateurs et collaboratrices au sein de l'atelier Construire, directement inspiré des universités populaires. Et donc là, on fait de nouveau le lien avec ces méthodes d'éducation populaire dont s'inspirent les collectifs d'architectes, et qui est très rapidement destiné en fait à venir se poser des questions collectivement, donc rassemblant chercheurs et chercheuses, associations du territoire, habitants et habitantes, autour de problématiques communes qui s'appliquent au territoire. Dans le cas de cette université foraine, c'était la thématique du soin qui était abordée, et donc on a vu des artistes, des chercheurs, des chercheuses et des associations locales venir se questionner sur la manière dont se porte le soin dans son sens le plus large à Rennes, et la manière dont sont soignées notamment les personnes en situation de précarité sur le territoire. Donc l'idée, c'est de souligner les similitudes. On en a vu plusieurs sur ce contexte d'émergence. Le premier, c'est que c'est déjà dans un contexte urbain, alors on parle de différentes échelles, mais le fait que ce soit central et qu'il y ait une grosse visibilité du projet, du bâtiment, donc du projet. La deuxième chose, c'est qu'il s'agit d'un projet de réhabilitation de bâtiments anciens. Bon, ça, on l'a vu grâce à la présentation de Point Commun, c'est quand même un cas plutôt général. L'autre chose, c'est la forte dimension symbolique. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les exemples, mais bon, vous voyez, dans les deux cas, on a une architecture imposante qui va être ancrée dans la mémoire des habitants de la commune et même de plus loin. Il va y avoir aussi une continuité des usages passés. Alors ça, c'est quelque chose qui fait le parallèle. Et un attachement entretenu grâce à la sémantique des lieux. Ça, on l'a remarqué toutes les deux, en fait, que à Plassac, on parlait de l'ancienne mairie, alors que ça faisait très longtemps que c'était plus une mairie. Et on parle de l'ancienne faculté dentaire, alors que le projet a quand même pris énormément d'ampleur et a une reconnaissance nationale. Ce qu'on a appelé aussi le foncier encombrant, à la fois par sa taille et par l'incapacité à le revendre et à en faire un autre projet que ça. Et le cinquième point, un système descendant devenu horizontal. Donc l'idée, c'est que c'est à l'initiative de la collectivité, mais que très vite, le collectif prend la main pour nourrir en fait la programmation, le projet architectural et faire vivre le lieu. Ce qui va créer une appropriation des habitants. Donc en gros, ces conditions d'émergence sont un peu les premières pierres pour que ça se passe bien pour la suite.
Donc la deuxième partie d'analyse, ce sera sur les méthodes. Quand on parle des méthodes, on focalise encore sur l'architecture, donc les méthodes de projet, par exemple. Alors, dans les espaces Sakari, ça a commencé, c'est assez intéressant, ça commence par ouvrir par un espace test, un espace de coworking avec 5 postes, avec Grégory qui pose sur la photo. Voilà, donc ça, l'idée, c'est d'avoir un premier test comme ça. La deuxième phase de test, c'est plutôt de la pré-programmation, en fait, avec quelqu'un qui va venir pendant 1 an à peu près, je crois, qui est financé par la mairie et des fonds européens, et qui va, elle, générer la dimension collective grâce à des ateliers et déjà réfléchir à la préfiguration des usages. Ensuite, on passe au projet architectural, mais pas n'importe quel projet architectural. On va utiliser la méthode incrémentale. Alors, la manière la plus simple de vous expliquer ce que c'est, alors il y a les mots de l'architecte qui parlent bien, je trouve, c'est on fait 2 ou 3, 4 versions et puis on a à peu près pour tout. Donc, en gros, on prend beaucoup de temps pour tester plein de choses. Voilà, l'idée c'est que les choses soient en continu, transformées, appropriées en fonction des nouvelles choses qu'on apprend dans le lieu et que ce ne soit jamais fini pour que rien ne soit vraiment déterminé à l'avance. Ensuite, les particularités de cette méthode de projet, c'est de faire une permanence de chantier. Donc, Céline vous détaillera après les différences entre différents types de permanence architecturale, mais là on a une permanence de chantier. Donc l'idée c'est que Caroline Bollet vienne habiter à proximité du chantier pendant 1 an pour le suivre quotidiennement. Il y a des événements de type fête ton chantier, donc l'idée c'est que les gens puissent déjà s'approprier les lieux avant que ce soit entre guillemets fini, puisque ce n'est jamais fini. Ensuite, il y a des ateliers de co-conception et de construction, là par exemple d'un four à pain qui est juste à l'extérieur du bâtiment, mais l'idée c'est que les gens participent avec leurs mains directement sur place et pendant le chantier. Et un autre type de chantier participatif, c'est un chantier artistique. On focalise sur cette chose-là parce qu'on le retrouve aussi à l'Hôtel Pasteur. Et là, notamment, c'est avec un atelier de mosaïque d'une mosaïste qui est sur la même commune, je crois. Et l'idée, c'est de faire participer des scolaires pour donner de la vie autour d'une histoire du territoire, puisque c'est autour de l'azuré du serpolet, qui est un papillon présent sur ce territoire. Ensuite, l'inauguration du lieu. Alors moi, ce que j'aime bien dans cette photo, c'est que en fait, le bâtiment, vous le voyez sur la droite et tout le monde est tourné sur la gauche. Donc, alors, deux hypothèses. Soit, effectivement, on a le maire qui est en train de parler, donc c'est l'institution qui prime. Soit, plus positif peut-être, tout le monde est tourné vers les espaces extérieurs parce qu'en fait, ce qui fait le projet ici, c'est le projet agroécologique et non le bâtiment, parce que le bâtiment va amorcer les choses. Hypothèse à discuter. Et enfin, pour vous dire que le projet continue à se construire au fur et à mesure tous les jours, il y a des ateliers réguliers qui ont lieu sur place pour la construction du projet agroécologique, donc le Pré-Cistron, auquel j'ai eu la joie d'assister avec ces batailles, ces moments épiques. Alors, pour passer à l'Hôtel Pasteur et peut-être en résonance avec ce que Camille a présenté pour les espaces Sakari, vous dire effectivement que dans le cas de l'Hôtel Pasteur, il y a également une permanence pré-programmatique. Alors effectivement, moi, dans le cadre de ma recherche, j'ai séparé les permanences architecturales. Donc c'est vrai qu'on ne l'a pas défini, mais c'est en fait l'idée qu'un architecte s'installe sur le territoire de son projet et suivent et conçoivent et suivent le chantier au plus près du terrain et au plus près de son projet, ou en tout cas du projet pour lequel il travaille. Donc moi j'ai choisi de dissocier ces permanences architecturales en 3 temporalités
Et donc voilà, le sujet de la temporalité aussi est assez important dans ma recherche. Une permanence pré-programmatique, où on vient co-concevoir le programme avec les habitants et les acteurs du territoire. Une permanence d'études, où on vient un petit peu construire une conception définitive, même si elle est incrémentale. Enfin, on reviendra, dans le cas de l'hôtel Pasteur, l'incrémentalité est difficilement applicable. Et enfin, une permanence de chantier. Donc là, ce qui me semble a été le cas de Caroline, où en fait la permanente ou le permanent vient vraiment suivre le chantier et aussi faire du chantier un espace-temps à part entière du projet et fêter le chantier et non pas le clore, puisqu'on a aussi l'habitude de concevoir le chantier comme un espace clos. Dans le cas de l'hôtel Pasteur, donc entre 2013 et 2014, Sophie Ricard a mis en place une permanence pré-programmatique. Elle a ouvert les lieux de ce bâtiment majestueux aux habitants et aux habitantes du territoire et les a laissés expérimenter des usages dans l'espace. En fait, on ne savait pas quoi faire des lieux, donc autant laisser les habitants répondre à des besoins divers et variés qu'ils peuvent avoir et y répondre en expérimentant les lieux. Donc là, on voit Braise Insertion Sport, qui est une association dédiée à réinsérer les personnes par le sport, venir pratiquer du sport dans les lieux. On voit aussi des écoles réaliser des workshops, des expérimentations liées au sens, toujours dans cette thématique du soin, des expérimentations diverses et variées donc pendant cette première année de pré-programmation. Ce qui est assez intéressant pour revenir à la posture d'architecte, c'est qu'en fait, Sophie Ricard a produit un travail, ce qu'elle appelait une étude de faisabilité en actes, où elle a traduit spatialement les expérimentations qui ont été menées par les habitants et les habitantes. Donc effectivement, elle a rendu compte de ces expériences et elle les a traduites en scénario programmatique et elle en a également estimé les coûts. Ce que ça dit là, c'est que l'architecte, en fait, il se positionne en médiateur. Il vient vraiment essayer de traduire la parole habitante en objet, en éléments graphiques normés, compris par les maîtrises d'ouvrage. Et donc là, l'architecte vient se positionner aussi en ce qu'on appelle une assistance à maîtrise d'usage. Il vient accompagner les habitants dans la traduction des expérimentations menées in situ. Très très rapidement, vous dire que ce qui est assez intéressant, c'est qu'après la réalisation de cette étude de faisabilité en actes, Sophie Ricard, en fait, elle s'est positionnée à différents endroits du projet urbain, du projet architectural classique. C'est-à-dire qu'après avoir été cette assistante à maîtrise d'usage, elle est devenue assistante à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'elle a accompagné l'institution publique dans l'écriture de l'appel d'offres et dans la manière un petit peu de figer le projet pour pouvoir faire des appels à candidature pour les maîtrises d'œuvre et les architectes. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'en accompagnant la maîtrise d'ouvrage, elle a également accompagné la maîtrise d'usage et elle l'a accompagnée en lui permettant de se structurer en association pour que les associations qui s'étaient fédérées pendant cet espace-temps pré-programmatique puissent assurer la gestion de l'espace une fois les travaux terminés. Donc elle a vraiment cette posture très mouvante qui vient redéfinir la posture traditionnelle de l'architecte. Et puis ensuite, une fois que l'appel d'offres a été lancé, 2 architectes, agences d'architecture ont été sélectionnées. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, Nicolas Chambon est encore heureux. Et là, ce qui est assez intéressant également, c'est qu'on arrive à cette phase d'études, à cette permanence d'études et à cette permanence de chantier. Et là, en fait, Encore heureux décide de envoyer sur le terrain un permanent de chantier qui est venu en fait assurer ce qu'on appelle un chantier ouvert. Alors là, on est directement dans la lignée des collectifs d'architectes des années 90 et de le lien qui se fait entre le champ culturel et artistique et la pratique architecturale. En fait, c'est l'idée de faire du chantier une fête, de proposer des événements culturels, de laisser aussi le lieu ouvert aux appropriations citoyennes. Et donc ça, c'est rendu possible par à la fois ce permanent de chantier qui rend les choses possibles en termes normatifs et réglementaires, et l'association Hôtel Pasteur, qui s'est constituée grâce à Sophie Ricard notamment, et qui vient assurer cette programmation culturelle pendant le chantier. Et donc ça se traduit par beaucoup de choses, je vais aller très vite, mais voilà, des temps d'ouverture festive, de rencontres entre les ouvriers et les ouvrières et les futurs usagers, notamment les futurs écoliers et écolières, aussi des mises en œuvre
d'étudiants et d'étudiantes qui viennent expérimenter dans les lieux encore pendant le chantier. Et puis la particularité aussi, ce sont ces chantiers écoles diverses où donc des étudiants de l'École européenne supérieure d'art de Bretagne, un acteur qui accompagne l'expérimentation depuis ses débuts, ont réalisé des œuvres autour du réemploi et de l'héritage mémoriel des lieux. On voit aussi une conception et une réalisation d'une mosaïque par des adolescents et des adolescentes en parcours d'insertion. On voit la conception de cet élément central sur lequel on reviendra, qui est la cuisine collective, qui a été déléguée par les architectes à un designer récemment diplômé, qui est venu concevoir l'espace central du commun dans ce lieu. Lui l'a conçu, mais ce sont des personnes en insertion qui l'ont mis en œuvre. Et puis aussi un chantier expérimental, permis de construire, où ce sont également des personnes en situation cette fois de très grande précarité qui sont venues rénover les paillasses, donc les paillasses scientifiques qui sont l'héritage aussi physique, le plus matériel de cette généalogie et de cette faculté dentaire. Donc ce qu'on voit, et puis aussi une diversité d'autres usages expérimentés, simplement peut-être pour aussi, je vais plutôt revenir dans ma conclusion, pardon. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on voit que ce chantier, et puis même toutes ces phases amont, viennent aussi réinterroger la place de l'habitant et de l'habitante dans la conception du projet, où on sort un petit peu de la participation citoyenne, considérée un petit peu comme une mise en information des habitants et des habitantes. Et là, cette fois, ils sont vraiment au cœur de la transformation de cette architecture, à la fois dans la définition du programme, mais également dans sa transformation et sa mise en œuvre matérielle. Et donc, voilà, c'est aussi une appropriation par le faire, qui se réfère aussi à tout un champ disciplinaire qui permet aussi de remettre un peu en question les enjeux de participation habitante dans l'urbanisme et dans l'architecture. D'autres similitudes observées sont donc vraiment cette généalogie et cet héritage de l'agence Construire de Patrick Bouchain. Voilà, on l'a pas dit, mais l'agence Nicole Concordet qui fait la réhabilitation des espaces Sakari. Si tu l'as dit, pardon. Mais alors c'est moi qui l'ai pas dit, que sur l'hôtel Pasteur, le directeur de projet Sébastien Aymar est aussi cofondateur, ou en tout cas a été associé aussi de cette agence Construire. Donc il y a vraiment cette généalogie qui s'inscrit et cet héritage méthodologique. Ces permanences, donc ces outils méthodologiques qui sont aussi des similitudes observées, cette maîtrise d'ouvrage impliquée dans le processus de conception participatif, ce qui est aussi assez intéressant, puisque comme on l'a dit, ça entre aussi en opposition avec une scission très forte entre la maîtrise d'ouvrage qui prend la décision et la maîtrise d'œuvre qui la met en application. Là, on voit que les choses se floutent. Et ce processus incrémental qui se fait un petit peu de manière différente dans les deux projets, mais on pourra y revenir. Alors, sur le dernier point, et après on conclura pour pas trop dépasser. Pardon. Donc sur la partie projet architectural, en gros, c'est questionner le résultat, ce que ça donne dans l'espace. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça a donné une esthétique particulière. Donc pour revenir à la question de tout à l'heure, que j'ai qualifiée d'à la fois provocatrice et conservatrice. Provocatrice parce que il y a un effet un peu brutaliste. On peut se dire que c'est peut-être pour bien comprendre le bâtiment et dans l'esprit des tiers-lieux un peu DIY, de savoir le réparer. La deuxième chose qui saute aux yeux quand on visite ce bâtiment, c'est le fait de laisser les réseaux apparents, de laisser voir en fait tout ce qui s'y passe. Bon, ça c'est pas nouveau, vous allez me dire, et c'était particulièrement visible dans les friches culturelles. Mais là, il me semble que c'est aussi une sorte de démonstration de frugalité financière, c'est-à-dire on ne fait pas de faux plafond parce qu'un faux plafond, ça coûte cher et finalement, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Autre chose, on observe des objets qui sont conservés. Alors, quand je dis objets, c'est plutôt des éléments. Là, on a une ancienne gazinière qui est conservée, mais juste pour son rappel de l'identité du bâtiment, qui n'a plus aucun usage, en tout cas lié à son usage de base. Peut-être que ça devient une table, mais encore, c'est pas forcément le plus pratique dans cette niche. Voilà, l'idée, c'est de bien marquer le fait qu'on ne crée pas de déchets, en fait. Autre chose, aussi sur l'aspect esthétique, et moi qui me marque, c'est qu'on a des décors qui sont conservés et qui sont, on va dire, plus du tout au goût du jour. C'est-à-dire que les marbres, l'effet marbre dessiné à la main,
C'est une sorte de clin d'œil à l'histoire du bâtiment et peut-être dans l'idée de cultiver cette esthétique du moche, entre guillemets. Et je pense que parfois, c'est peut-être quelque chose qui peut être... qui peut rendre ce bâtiment sympathique. Une autre chose qu'on attend beaucoup de ces tiers-lieux, c'est la flexibilité des espaces. Alors, en fait, c'est peut-être pas aussi extra flexible qu'on l'imagine, mais il y a des choses très simples en fait qui sont mises en œuvre. Tout simplement, le rez-de-chaussée, dans l'idée, c'est d'ouvrir le plus de porteurs possible pour avoir un grand espace ouvert. Et quand je dis les porteurs, ça peut être les intérieurs, enfin les porteurs intermédiaires, mais aussi les façades, parce qu'à l'origine, on n'avait quasi pas d'ouverture, en tout cas pas d'ouverture vitrée sur tout ce niveau-là. Au premier et deuxième étage, ça vous donne l'occasion de voir les plans. Là, on n'a pas beaucoup modifié le cloisonnement, il me semble, mais l'idée, donc, c'est de faire avec ce qu'il y a et d'inventer des usages en fonction de ces espaces et surtout que les usages restent mouvants. On ne va pas déterminer un usage par espace, on va plutôt se dire celui-là, il est suffisamment grand pour qu'aujourd'hui j'y fasse ça. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est le dernier niveau, qui est le grenier qu'on a aperçu dans la diapo où on voyait l'histoire des réseaux. Là. On voit une magnifique charpente. Et en fait, ce grenier, aujourd'hui, n'a pas de programmation, pas un usage précis. C'est même un espace assez vide. Et c'est assez aussi, à mon avis, représentatif des tiers-lieux, dans l'idée qu'on a des espaces, on ne sait pas quoi en faire encore, mais c'est pas grave, on va inventer par la suite. Donc, des espaces en devenir. Et une dernière chose, c'est le marquage de l'appropriation habitante. Alors, Nicole Concordet revendique l'esthétique du non-fini pour que l'architecture ne soit pas associée à un produit de consommation, par exemple. Et dans l'idée que si on l'habite, on le transforme. Et en fait, c'est pour ça que c'est jamais fini. Donc, il y a aussi cette esthétique du non-fini qui est claire. Le toujours en chantier va avec le non fini. Cette petite affiche parle d'elle-même, je trouve. Et enfin, l'esthétique va vers le mobilier et ce qu'on retrouve, c'est du mobilier certes récupéré, parfois gratuitement, pas toujours, en tout cas à des coûts raisonnables. Pour créer des espaces de convivialité. Je tiens à préciser qu'il va être récupéré, mais quand même choisi. Il y a quand même une importance à l'esthétique. Et pour donner une ambiance un peu que j'ai qualifiée de comme à la maison, que je retrouve dans plein de lieux comme ça. Et en particulier dans la cuisine, puisque la cuisine est l'événement en fait du bâtiment. Le lieu où tout le monde se retrouve avec cette grande table conviviale. Et dans le cas de l'hôtel Pasteur, pour terminer, alors la particularité peut-être, c'est cette diversité fonctionnelle. Alors il y a différents niveaux d'intervention architecturale. Donc là, c'était effectivement. Dans le quadrilatère intérieur de l'hôtel Pasteur, on voit l'intervention architecturale la plus significative. On retrouve aussi le geste architectural avec l'ajout de ces coursives afin de permettre la circulation des enfants, qui permet aussi la construction d'un balcon filant permettant aux personnes expérimentant dans les lieux, aux étages supérieurs, d'avoir un accès à l'extérieur. Et surtout, cet élément central qui est la cuisine collective qu'on voit ici et qui permet aux usagers, encore une fois, de se retrouver. Donc c'est effectivement une similitude, cette particularité programmatique qui s'oppose globalement à un non-programme général. On ne programme pas les espaces, on ne les définit pas, mais par contre, on programme la cuisine collective qui est le lieu où on se retrouve et le lieu où l'on partage. Donc dans le cas de l'hôtel Pasteur, je vais aller très rapidement sur la réhabilitation extrêmement complexe du projet, en fait, malgré une esthétique du non-fini, avec un rehaussement du sol en rez-de-chaussée de 30 cm pour installer la cantine de l'école en rez-de-jardin, beaucoup de démolitions, et peut-être en opposition à cette forte réhabilitation en rez-de-chaussée, aux étages, une volonté de se limiter à une mise aux normes. Et donc cette mise aux normes qui, si
quand on regarde les images, on a l'impression presque que l'architecte n'est pas intervenu. En fait, il y a une finesse et une complexité dans l'intervention de l'architecte qui est très intéressante. Par exemple, et donc là, je ne fais que m'inscrire un peu en miroir de ce qu'a dit Camille dans le cas des espaces Sakkari, mais on voit un travail de conservation de l'existant, notamment dans la phase de curage, avec donc vraiment une volonté de garder ce qui n'a plus d'utilité, mais ce qui, si on l'enlève, constituerait un déchet. Je pense par exemple à toutes les plomberies qui ne sont plus utilisées, mais qui restent quand même dans les lieux. La protection des paillasses pendant toute la phase de chantier également, voilà, cette protection de cette particularité mémorielle de l'espace. L'identification et le stockage de nombreux quand même éléments de réemploi, les ardoises installées en toiture de la cuisine collective, qui sont en fait les ardoises déplacées pendant la première phase de chantier sur le toit de l'hôtel Pasteur, des éléments de plomberie, du mobilier, beaucoup du mobilier de présence sur le site est en fait du mobilier qui date de la faculté des sciences. Et puis par les architectes et notamment par la chef de projet, la chef de ce projet, Léa Hobson, un travail de rustine où en fait les éléments forts qui ont été modifiés dans les étages, donc je pense notamment aux portes coupe-feu qui ont dû être ajoutées. En fait, c'est un détail, mais l'architecte a vraiment essayé de mettre en œuvre cette modification en instaurant aussi une continuité avec les pastels existants, ces pastels passés, donc à travers les décennies, qui n'ont jamais été repris et qui finalement sont conservés et les éléments modifiés en fait s'intègrent vraiment dans la continuité de cette esthétique existante. Et puis aussi peut-être simplement mentionner qu'il a été, pour des raisons économiques, le choix a été fait de ne pas isoler les étages du bâtiment. Et donc, ça a aussi permis de conserver ces fresques, ces traces, ces graffitis caractéristiques de cette esthétique non finie. Pour terminer, peut-être aussi vous parler du non-programme. En fait, comme je vous l'ai dit, il y a cette cuisine collective qui est l'élément central et très programmé du lieu, mais en fait, dans le reste du bâtiment, l'idée, c'est de spatialiser les usages. Donc, on va avoir au rez-de-chaussée quand même l'espace de diffusion artistique, à l'étage des espaces de bureaux pour que des collectifs et des associations travaillent un petit peu à huis clos, et puis des espaces aussi de mouvement, donc où on voit par exemple les pratiques sportives, les artistes, les acteurs et les actrices, les danseurs et les danseuses qui viennent se mouvoir, et puis voilà, donc au second étage, et puis au dernier étage, les espaces qui font du bruit, qui demandent, voilà, qui font l'objet de nuisances sonores. Donc voilà, on a des typologies d'usage qui sont spatialisées, mais qui ne sont pas contraintes. Et donc ça aussi, c'est une similitude qu'on a remarquée, qui pour autant, et comme vous pouvez le voir, quand même, si les espaces ne sont pas programmés, il y a tout un storytelling qui est mis en place, où on vient quand même nommer les lieux pour pouvoir se les approprier. Et donc voilà, pour terminer, les similitudes, on l'a dit, cette architecture du non-fini, cette attention aux héritages, le choix du non-programme qui pour autant le non-programme avec pour autant la particularité programmatique autour de la cuisine collective. On va, je pense, conclure parce qu'on a déjà largement dépassé, donc je passerai cette slide plus anecdotique. Juste pour revenir sur ce qu'on disait au tout départ, à la recherche d'un idéal type. Alors, on est toujours à la recherche. Et en fait, cette étude nous a permis de nuancer cette première approche. Pour plein de raisons, parce que des contre-exemples foisonnent sur les conclusions qu'on a pu vous montrer, parce que voilà, c'est des différences de contexte, etc. Mais on a quand même vu la particularité de l'héritage Bouchain dans les deux cas, et ça nous paraissait assez intéressant de vous le montrer sous cet angle-là. Donc pour répondre à nos deux questions de départ, les tiers-lieux héritiers des friches culturelles, donc on a cet effet de descendant direct de la méthode Bouchain et qui en fait va se nourrir et se développer à travers les tiers-lieux comme une génération 2.0. Et sur la commande idéale, en fait on se disait que ces exemples montrent comment la méthode et son résultat esthétique semblent en harmonie avec ses aspirations. Reste encore la question financière à traiter, comment se rémunèrent ces jeunes architectes avec ces commandes idéales. Voilà, on avait une ouverture, mais une ouverture s'est faite quand on a largement dépassé le temps, on va pas y revenir. Merci. Merci.
tu as été cité en plus. Oui, oui, j'ai été cité. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Fabien Rec, je suis sociologue. Effectivement, Camille m'a gentiment cité tout à l'heure. Je viens de soutenir une thèse sur la question de l'éthique entrepreneuriale appliquée aux architectes. J'ai aussi par ailleurs pas mal travaillé sur la question de l'ESS il y a quelques temps, donc effectivement tout ça me parle. Donc merci à toutes les deux pour vos présentations, qui notamment même dans la forme se font dans votre objet. Donc je vais avoir deux questions ou deux approches, deux questions d'ordre méthodologique et une question un peu plus analytique. La première question méthodologique, c'est la notion d'idéal type. Vous y êtes revenu en conclusion. Donc l'idéal type, outil à la fois méthodologique et d'analyse développé en partie par Max Weber. Et on voit bien, ça a été dit notamment ce matin, c'est comment quand on a un objet aussi diversifié et complexe, hybride, que sont les tiers-lieux. On a entendu ce matin cette formule, comment faire entrer des objets ronds dans des catégories carrées. On connaît aussi toute la résistance, ça a été dit ce matin, des acteurs sociaux à se faire catégoriser. Donc voilà, est-ce que cette notion d'idéal type, il y a eu le recours à l'idée de typologie, est-ce que cette notion d'idéal type, elle est adaptée à cet objet? Et comment, en fait, quand on parle d'idéal type, c'est aussi une question de modélisation de quelque chose qui n'existe pas forcément dans la réalité. Mais pour reprendre une autre formule qui a été employée ce matin, c'était rendre tangible l'intangible. Est-ce qu'on peut rendre intelligible l'inintelligible, parce que justement c'est trop diversifié. Ça c'est la première question, voilà, d'ordre méthodologique, puisque d'ailleurs par ailleurs vous avez passé sur cette partie-là, donc c'est pour ça que je cible un peu mes questions. Et après, c'est par rapport à ce à quoi tu faisais référence, Camille, au parallèle par rapport à mes travaux. C'est plus sur la question de comment on fait, alors à la fois quand on est en CIFRE, quand on est architecte et quand on est finalement assez proche de son objet, hein, assez proche en termes de valeur, en termes de comment on fait, puisque vous êtes dans des recherches scientifiques, doctorales, qui attendent aussi une certaine distanciation critique. Voilà, comment on fait pour, dans le cadre de vos recherches, prendre la distance nécessaire sur des projets dont on pourrait avoir, et on sent bien que c'est certainement votre cas toutes les deux, certaines accointances comme ça, ou en tout cas certaines affinités par rapport aux valeurs qui sont portées. Alors, moi j'avais travaillé sur cette question-là, je pensais notamment au collectif Cancan sur le parallèle avec l'ESS. Ce qu'ils affichent comme valeur, c'est l'engagement politique, l'activisme écologique, le positionnement local, le processus participatif, le fonctionnement collectif, l'interdépendance, l'horizontalité, la transdisciplinarité, l'auto-formation. Donc on voit bien qu'il y a tous ces parallèles avec les collectifs d'architectes qui parlent vraisemblablement à tous ceux qui sont les porteurs de ces projets de tiers-lieux. Donc voilà, comment on fait pour prendre cette distance, ce qu'on appelle en sociologie, en mot un peu compliqué, la neutralité axiologique. Voilà, c'est comment on fait pour prendre un peu de distance par rapport à tout ça, alors qu'on se sent à la fois proche de cet objet. Et dernière question un peu plus d'ordre analytique, c'est par rapport à votre dernière intervention sur la question de l'esthétique qui est proposée par les architectes. Donc on sent bien, puisqu'on parlait d'accointance entre les porteurs de projets de tiers-lieux et les collectifs d'architectes qui peuvent intervenir sur ces projets-là, qu'il y aurait une certaine connivence, voilà, sur quelle forme ça doit prendre, quelle esthétique. Mais est-ce que dans vos travaux, vous questionnez aussi l'appropriation, hein, et notamment à des usagers? Ça m'a fait penser à une enquête où on avait travaillé sur l'esthétique du brut, là, cette fois pour des logements locatifs. Et voilà, pour les usagers, c'est ce côté non fini. Ça peut être aussi parfois mal perçu, un peu symboliquement, sous-entendu. Voilà, ben c'est entre guillemets. Alors tu parlais de moche, moi je parlais plutôt de cheap. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on est des citoyens de seconde zone? Est-ce que quand on est en milieu rural, on n'a pas le droit aussi à quelque chose de fini? Donc voilà, c'est plus cette question d'appropriation, non pas par les porteurs de projets, encore que ça serait intéressant de voir s'ils sont parfois en décalage, mais plutôt par les usagers. Voilà un petit peu sur les questions qui pourraient initier un peu le débat avec la salle. Est-ce que vous voulez poser les Oui, je vais rajouter 2-3 petites choses.
c'est déjà des grosses questions. Non, je pense que la question de la rémunération qu'a posée Camille à la fin est importante aussi. On a évoqué brièvement ce matin la question aussi du rapport au service public et la rémunération qu'il y a pour le public. C'est vrai que là, on se dit, c'est quand même beaucoup de temps que passent les architectes sur place. Ils sont, en fait, c'est un peu un circuit court de l'architecture finalement, puisqu'il n'y a plus de séparation entre la conception et la réalisation. On se retrouve à faire avec les gens qui vont habiter en même temps. Voilà. Et donc c'est un engagement. Je ne sais pas comment on compte son temps et ses missions dans ces cas-là, parce qu'on n'est plus du tout dans le schéma classique de calcul de ces honoraires. Donc je pense que ça c'est un vrai sujet pour les architectes. La notion d'idéal type, moi je ne vais pas y revenir, je l'avais noté également. Moi ce que je trouve intéressant, c'est cette dialectique aussi dans laquelle se trouvent pris les architectes, qui est c'est une dialectique du fait et du faire, quoi. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ça ait l'air d'être fait, parce qu'il faut répondre aussi à des normes, c'est des lieux qui accueillent des publics, etc. Mais en même temps, il faut mettre en scène le faire continu, quoi. Donc il ne faut pas que ça soit fini. Mais en même temps, quand on est architecte, on veut quand même à un moment donné livrer quelque chose. Voilà. Je pense, j'imagine. Alors effectivement, ça questionne la notion d'auteur. Qu'est-ce que l'octoriat en architecture aujourd'hui? Et là, vous avez évoqué la question des générations, en reprenant des éléments du travail de thèse de Fabien. Et moi, j'en rajouterais bien une autre. Je pense qu'il y a effectivement ça, il y a la question des générations, même si, en fin de compte, c'est quand même assez ancien. Les collectifs, la première rencontre des collectifs à la Belle de Mai, c'est 96, je crois, quelque chose comme ça. J'y étais, donc ça fait longtemps. Donc ces collectifs, vous avez cité Élise Macaire, ils existent depuis très longtemps. Le bruit du frigo, ça a plus de 25 ans. Enfin, voilà, donc c'est déjà une génération qui a vécu, quoi. Voilà. Alors, quel rapport avec la génération maintenant de HMO, l'hypothèse que vous faites, je ne sais pas si c'est la même chose. Alors, il y a effectivement des généalogies intellectuelles, notamment avec le travail de Bouchain. Ça évoque effectivement aussi l'idée du permis de faire qu'avait évoqué Patrick Bouchain. Mais moi, je poserais volontiers une autre question, qui est celle de la féminisation aussi. Parce que c'est assez frappant quand même quand on regarde cet univers des tiers-lieux. Je ne sais pas si vous allez sur la page de la coopérative tiers-lieux. Quand on va sur des sites, généralement, un peu officiels, vous tapez équipe dirigeant, vous voyez que des mecs blancs, quoi. Ben là, il n'y a que des femmes, en fait. Et c'est très frappant, en fait. Et je me dis, mais quel est le rapport aussi entre génération, féminisation du métier? Ouais, je pense qu'il y a quelque chose à interroger là-dessus aussi, sur quels architectes sont pris sur ces chantiers-là, s'engagent dans des logiques de tiers-lieux, coopératives, etc. Voilà, je pense qu'il y a, à côté de la notion de génération, qu'il faudrait approfondir, je pense, parce que la forme collective d'architecte, elle est ancienne. Il faudrait peut-être interroger aussi cette question-là. Je te laisse commencer, tu complètes. Alors, comme ça fait beaucoup, on va peut-être pas tout pouvoir faire, mais bon. Comme ça, vous choisissez. Ouais. Juste sur l'idéal type, en fait, c'était un peu l'ouverture en question. Parce que, disons, d'instinct, on était allé vers cette notion-là. Enfin, j'avoue, peut-être plus moi que Céline, qui était plus réservée. Mais ça me semblait intéressant de l'interroger, en tout cas, par des exemples et de les nuancer par des contre-exemples. Et c'est aussi l'objet de la table ronde après, c'est de nuancer par des contre-exemples. Et en ouverture, j'allais vous présenter un outil que j'essaie de mettre en œuvre, que j'ai appelé le curseur des communs, et qui permet en fait de nuancer par rapport à des idées reçues, en fait, sur cette impression de faire collectif. Et ça a deux dimensions. L'idée, c'est qu'il y ait la dimension des valeurs du projet et la dimension spatiale. Je pense qu'on n'a pas trop le temps de le développer, mais effectivement, on a hésité à le présenter sous cette forme-là d'idéal type, mais on s'est dit, on assume et on se dit que c'est un travail en cours. Sur la distanciation critique, je laisserai peut-être Céline répondre avec la cifre. Je pense que c'est intéressant. Et juste, moi, en tant qu'architecte, c'est vraiment un truc qui me travaille au tout début. Quand j'ai fait le travail sur la bande dessinée, d'ailleurs, c'était mon sujet.
Et j'ai décidé un peu de me détendre là-dessus. Et je me suis dit que c'était de la participation observante. Et en l'occurrence, avec l'un des tiers-lieux de mon corpus d'études, je suis même conseil architecte, les mains dans le cambouis. Et voilà. Et en fait, ça permet aussi d'accéder à certaines informations qu'on n'aurait pas. Sur l'esthétique, sur l'appropriation habitante, c'est un peu... Effectivement, là, c'était un peu compliqué de le développer. Mais en fait, dans ce qu'on voit, c'est pas les porteurs de projets forcément qui choisissent le mobilier ou ces choses-là. Il y a une partie, mais dans l'idée, il y a vraiment la possibilité en tant qu'habitant d'arriver avec un objet et de le proposer. Il y a des exemples, l'exemple de la maison du commandant, qui pourra en parler tout à l'heure, où il y a plein de gens qui sont arrivés avec plein d'objets et le problème c'était il y en avait beaucoup trop et qu'il fallait choisir, quoi. Donc il y a une proposition. Je passe la rémunération. Désolée. Sur la notion d'auteur, bah oui, effectivement, c'est ce qu'on essayait de montrer, qu'il y a bien cette déprise d'œuvre assumée de la part de... Alors, et je croise avec l'effet de génération. Alors, si c'était pas clair, l'idée c'était de montrer qu'il y avait 2 générations en fait qui étaient concernées, avec la génération des friches culturelles et cette nouvelle génération de jeunes architectes. Donc, on est bien d'accord avec le fait que ça naît dans les années 90 et que c'est toujours dans cet esprit-là. Et pour finir, la féminisation, alors, j'ai la grande ambition de faire une étude là-dessus, mais j'ai pas eu le temps. Et alors, pour les autres questions, donc sur la posture en cifre, en fait, moi, dans mon cas, je fais une cifre au sein de l'agence Encore Heureux. Et j'y suis arrivée à l'issue du chantier de l'Hôtel Pasteur. Donc, en fait, j'ai de fait une distance à ce projet qui fait que je suis pas en recherche-action à l'Hôtel Pasteur. Par contre, je suis en recherche-action chez Encore Heureux Architectes. Et donc là, les enjeux de distanciation, c'est des éléments sur lesquels j'ai travaillé, même dans une dimension aussi méthodologique et puis même de manière sensible. En fait, j'ai eu le besoin de réfléchir à la distance que je mets entre des relations interpersonnelles assez fortes au sein de cette agence et aussi ma posture critique et une sorte de froideur nécessaire dans l'observation de cet objet. Dans le cas de l'Hôtel Pasteur, j'ai pas ressenti cette même nécessité de m'inscrire en retrait pour assurer une forme d'objectivité parce que les relations interpersonnelles n'étaient pas les mêmes. J'ai de fait une sorte de recul. Après, par contre, là c'est plutôt un sujet de réflexion, c'est que je fais une thèse en portant je suis engagée politiquement et je fais ma thèse dans le cadre de cet engagement. Et dans ce cadre-là, l'Hôtel Pasteur répond à certains endroits, notamment en termes méthodologiques, à des questions que je me pose sur l'engagement politique de l'architecte et de l'urbaniste dans la conception de projet. Et donc, j'ai pas encore tout à fait de réponse sur... je me rends bien compte que quand je parle de l'Hôtel Pasteur, je le raconte aussi avec sans doute, avec... comment dire, j'apprécie ce projet et peut-être que on l'entend dans ma manière de le raconter. Je pense pas que ce soit, je suis pas sûre que ce soit un problème pour moi en tout cas d'apporter aussi une forme de subjectivité dans ma manière de raconter ce projet. Je sais pas si je réponds tout à fait à votre question, mais en tout cas c'est des questions que je me pose beaucoup et c'est aussi des enjeux méthodologiques qui sont assez forts dans le cas de ma recherche. En termes d'esthétique, c'est vrai que c'est un sujet intéressant que je n'ai pas encore poussé assez, mais en fait, ce que je vois est plutôt dans une perspective ethno, où j'ai un petit peu observé, notamment pendant l'inauguration, comment est-ce que les personnes regardaient l'esthétique de ce projet, et effectivement, à la fois des personnes qui
se disaient mais c'est pas fini, enfin, ce projet, en plus c'est un équipement public, c'est la collectivité, mais est-ce que vous êtes sûr que les travaux sont finis? Ça n'a aucun sens. Et puis parallèlement à ça, on voit aussi, et c'était l'objet notamment dans les parties pré-programmatiques où des personnes, donc c'est notamment le récit que fait le créateur de l'association Braise Insertion Sport que j'ai mentionné, où en fait pratiquer le sport dans un lieu avec ces esthétiques, en fait, ce sont des esthétiques qui sont aussi plus facilement appropriables parce que moins léchées, parce que moins finies. Et donc, en fait, il y a cette personne a expliqué que les personnes qui l'accompagnaient se sentaient aussi plus à l'aise dans ces lieux. Mais je ne sais pas encore, voilà, c'est encore une réflexion qui est en cours. Sur la rémunération, moi, très rapidement, l'hôtel Pasteur, ça a été un énorme déficit pour Encore Heureux Architectes, notamment dans la méthode de permanence de chantier. Ils ne s'y sont pas du tout retrouvés économiquement. Et donc, ils ont décidé qu'ils vendaient des prestations de permanence à 150 000 € l'année. Et c'est un petit peu la manière dont, désormais, cette agence, qui est quand même... c'est pas tout à fait les mêmes enjeux, parce que c'est quand même une grosse agence, qui a un modèle économique très particulier... mais en tout cas, voilà, ils ont trouvé, eux, leur réponse à ces difficultés économiques induites par ces méthodologies. Mais juste pour en rajouter un petit peu, là, il y a dans le... Ça fait du bruit. Dans la plaquette, là, il y a une question qui se pose, qu'il faut que vous posiez quand même. C'est est-ce qu'il y a encore besoin d'architectes pour faire ça? Parce que finalement, si c'est pour organiser de la fête pendant le chantier, enfin voilà, je ne sais pas s'il y a vraiment besoin d'architectes. Alors j'espère que dans la présentation, le fait de produire l'étude de faisabilité en acte, etc., il y a quand même des compétences techniques qui ont été, j'espère qu'on a pu un peu développer et démontrer. Et moi, je voulais juste terminer par un petit sujet qui est la question de la féminisation, parce que moi, j'ai aussi un peu quelque chose à dire sur ça. En tout cas, ce que j'observe, alors peut-être la présence des femmes, effectivement, on peut la remarquer dans ces cas-là. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'observer les théories féministes et comment les théories féministes infusent dans ces méthodologies, notamment celle du CAIR, qui, je trouve, en tout cas dans le cas de l'hôtel Pasteur, est assez, on la retrouve assez finement à tous les processus d'émergence de ce projet. Cynthia Fleury a travaillé sur l'hôtel Pasteur et aussi l'a regardé. Donc il y a des travaux qui ont été un petit peu faits dans ce cas-là. Je ne sais pas si la féminisation, c'est un... elle est démontrée, mais en tout cas, les théories féministes, je pense qu'il y a quelque chose aussi à dire à ce sujet. Ok, merci beaucoup. On va prendre quelques questions dans la salle. On va essayer de les grouper. Allez-y. Non, oui, c'est très intéressant. C'était sur la notion d'esthétisme, le lien architecte-artiste. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Il y a Joseph Beuys qui a travaillé sur la notion de sculpture sociale, avec donc Clément, mon conjoint, qui est cofondateur et a fait l'ENSAP aussi. Je suis archi d'intérieur de formation, même si je ne l'ai jamais fait. Mais les espaces communs, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup. Et comment les tiers-lieux, justement, sont des lieux qui viennent questionner la fonction artistique et la notion d'esthétisme. Et au niveau des architectes, ça me semble hyper intéressant. Aujourd'hui, dans la société actuelle, l'architecte, pour nous en tout cas, est vraiment dans une fonctionnalité de production, de maîtrise d'ouvrage, voilà. Et donc le lien au sensible et à nos lieux est hyper intéressant. Et comment l'architecte est aussi artiste. Et être artiste, c'est questionner justement la société, le regard sur le beau ou non. Un truc qui est brut et cheap, peut-être pas. Peut-être qu'il y a une notion de résilience. Et comment est-ce qu'on vient redéfinir la notion d'esthétisme? Enfin, voilà. Et donc pour moi, le lien architecte-artiste est très important et du coup a vraiment, de mon point de vue, valorisé dans les travaux de recherche. Parce que dans nos lieux, en tout cas, c'est quelque chose qu'on essaye de prendre en compte quand on fait collectif. C'est mettre autour d'une table les citoyens, les habitants, les filières, les professionnels pour œuvrer à un projet commun. Et pas avoir en effet une décision qui peut être un peu parfois plus ressentie comme descendante, mais vous l'avez très bien dit. Donc voilà, ce lien architecte-artiste, je trouve qu'il est important.
Voilà. Peut-être on peut grouper quelques questions vraiment très rapides. Et puis après, Pardon, moi, ce n'était pas une question. Non, mais je voulais juste une précision sur l'aventure et l'histoire de ces friches culturelles. Un mot que vous n'avez pas cité, qui vient du rapport L'Extrait, c'était ces fameux espaces intermédiaires. Et d'une certaine manière, les espaces intermédiaires continuent à vivre, ils sont extrêmement réseautés, ce sont des organisations qui voient d'un très mauvais œil les tiers-lieux. Parce qu'en fait, l'aventure des friches industrielles et des espaces intermédiaires, elle vient d'une revendication d'artistes qui disent, puisqu'au fond, on n'a pas accès aux institutions et aux outils de production habituels, nous allons créer nos outils à nous, en tant qu'artistes. Ce qui, à mon sens, est extrêmement différent des tiers-lieux. Et je dirais, autant d'un côté, on peut voir peut-être une espèce de typologie, en tout cas de désir, parce qu'après, sans doute, la mise en œuvre est extrêmement différente. Je pense que du côté des tiers-lieux, ça n'a rigoureusement rien à voir. Et pour avoir accueilli à la Maison Forte de Montbalen, pardon, je ne me suis pas présenté, je suis Philippe Brzezinski, Maison Forte de Montbalen, avoir accueilli au moins deux réunions de ce réseau espace intermédiaire, il était clair que même en étant dans un tiers-lieu qui a une forte personnalité culturelle, nous étions très suspects. Et ça, je crois que c'est intéressant parce que ça marque vraiment quelque chose, je pense, de profondément différent. Et il me semble que du côté des tiers-lieux, ce qu'il faudrait interroger, s'il faut à ce point trouver des typicités, je vous laisse, bon là, un argument scientifique, c'est vous qui en jugez. Personnellement, moi je m'en tape. Mais je comprends que ce soit un objet dit scientifique. Bon. Je pense qu'il faudrait interroger ce qui fonde, je dirais, pas les idéologies, mais le rêve de ces équipes-là. Et je crois beaucoup à la littérature et à ce qui les nourrit. Je pense qu'il existe un champ contemporain intellectuel extrêmement puissant. Je dirais, ça va de Morisot à Vinciane Després, Isabelle Stengers, enfin, et des quantités de gens, bien sûr Bruno Latour. Tout ça n'existe pas dans les années 90, donc ça c'est sûr que ce n'est pas l'histoire des espaces intermédiaires, même si déjà Latour bien sûr travaille, mais là il me semble qu'il y a de ce côté-là, de la littérature, et il y a un fond commun d'appétit et de vision sur un monde qui va extrêmement mal, mais qui traverse tout à la fois, je dirais, l'écologie, un écroulement social, psychique, voilà, il y a l'effet d'un effondrement dont les tiers-lieux sont, je crois, c'est peut-être, il me semble, le premier trait commun, le premier nerf. Et après, je pense que les formes, les objets, les projets, les équipes, au fond, et tant mieux, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que d'un côté, il y a l'histoire d'une revendication d'artistes et d'un milieu culturel qui est un peu en panne. Et je crois que du côté des tiers-lieux, il y a une perception d'un état du monde et d'une épouvantable difficulté du monde, et que les tiers-lieux naissent de ça. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, pardon. Je suis un peu long, excusez-moi. vous voulez réagir tout de suite? Non, on peut prendre les comme vous voulez. Peut-être une dernière, une seule. Hein. Et s'il n'y en a pas, à vous. Comme ça. Il n'y en a pas. Non, merci pour vos retours et c'est très intéressant d'avoir ces points de vue. Moi, je ne suis pas certaine qu'il faille se dire que les tiers-lieux émergent d'une forme de compréhension des enjeux de la transition socio-environnementale ou de l'effondrement, comme vous le nommez, et ça, forcément, devoir le dissocier de ces friches culturelles et des lieux intermédiaires. La preuve en est, en fait, effectivement, les lieux intermédiaires sont extrêmement critiques vis-à-vis des tiers-lieux, mais ils sont dans le débat, ils font exister le débat et ils nourrissent les controverses. Je pense par exemple à Jules Desgouttes, qui est l'une des figures des lieux intermédiaires et qui est présent en permanence pour venir remettre en question, titiller aussi les porteurs de projets, les métiers qui se réinventent au sein de ces tiers-lieux et qui nourrissent les controverses. Moi, je pense donc qu'inscrire les tiers-lieux dans des généalogies particulières aussi au territoire français, c'est important pour pouvoir construire ces débats avec les personnes qui ont construit et créé des lieux bien avant nous et bien avant les tiers-lieux. Je pense que cette généalogie, elle est importante à comprendre et elle est importante à nourrir. Et ça ne remet pas en cause le fait qu'effectivement, ça s'inscrit dans une génération qui est beaucoup plus en prise avec cette urgence liée au défi de la transition socio-environnementale. Alors peut-être que j'ai mal compris votre retour. Mais... Bon, je ne suis pas d'accord avec vous, mais là ce sera un débat. Et donc la table ronde, ça sera le bon. C'est la question du déploiement aussi, en fait. Du déploiement.
On veut peut-être quand même revenir à cette question sur l'esthétique. En fait, oui, l'idée de la table ronde, c'était aussi de questionner et de voir comment chacun interprète cette... est-ce qu'il y a cette esthétique du non fini vraiment partout ou pas? Est-ce que c'est uniquement quand il y a des architectes qui interviennent et la théorisent d'une certaine manière? Est-ce que ça vient instinctivement ou pas? Moi, dans les terrains que j'ai pu observer, j'ai l'impression qu'il y a quand même une dominante qui va vers ça, même si ce n'est pas une généralité. Et après, la définir, ça reste quelque chose d'assez difficile. Je reviens un peu, du coup, aux questions sur le fait que comment l'habitant se sent concerné par ces esthétiques-là qui vont faire peut-être référence. Il y a une slide qu'on a un peu passée sur l'esthétique des squats, etc. Et qui reste peut-être des références pas forcément facilement appropriables sur le fait que ce soit brut, que ce soit pas fini, que du coup ça laisse entendre qu'on n'avait pas assez d'argent pour faire joli. Il y a la dimension un peu pédagogique aussi là-dedans, parce que nous, par exemple, l'enquête à laquelle je faisais référence, une fois que les architectes sont venus expliquer aux habitants pourquoi en fait c'était du bois brut, pourquoi c'était du béton brut, pourquoi on ne mettait pas de peinture, parce que pour des raisons écologiques, et que derrière il y a ce qu'on ne voit pas, que finalement c'était aussi une qualité en termes d'isolation thermique, mais qui était l'invisible. Il y a aussi cette dimension pédagogique pour sortir peut-être d'un entre-soi où ça paraît une évidence. Et après, pour un certain nombre d'usagers, où finalement... donc je pense qu'il y a cette dimension pédagogique. Voilà. Oui. Et pour expliquer quelles sont les raisons derrière. Et évolue dans une question de résilience et de transformation. Et c'est de ça dont il faut parler. Ben, il y a le côté résilience, mais je pense qu'il y a aussi, et peut-être étonnamment aussi, une dimension patrimoniale. Et patrimoniale au sens large. Peu importe la qualité qu'on veut bien donner au bâtiment. En tout cas, il a eu une histoire, puisque dans la plupart des cas, peut-être 95% des cas, il s'agit de réhabilitation d'anciens. Et que, du coup, on veut conserver les traces. Et conserver les traces, ça veut dire ne pas refaire par-dessus. A priori, il y a une question. Qu'est-ce que je voulais préciser? J'avais une idée en tête, mais c'est reparti. Bonjour, moi c'était plutôt une remarque, pour ajouter un point de vue peut-être, sur cette question d'esthétique. Donc pour notre cas, effectivement, je pense qu'on ne peut pas renier qu'il y avait un aspect culturel. Tu peux juste te représenter pour du coup, je suis Caroline Bonnet, donc j'étais en permanence sur le projet qui a été présenté. Donc on ne peut pas renier cette question culturelle, je pense, même si, pour résumer un peu là le sujet, je pense qu'on peut parler un peu de schizophrénie concernant à la fois la permanence, à la fois l'esthétique. Voilà, c'est un peu ce que j'ai vécu, avec beaucoup de joie aussi, mais voilà, il y avait un peu de tiraillement des deux côtés. Mais bon, là pour Plasac, l'économie a eu quand même une grande part sur ce qu'on peut voir du bâtiment finalement, donc la question de la peinture. Ça a toujours été quelque chose qu'on a enlevé quand finalement, au fur et à mesure de cette conception incrémentale qui a fait qu'on a refait beaucoup de fois le projet, donc ce qui fait que ça bouge les économies du projet, le budget, donc on est toujours en train de déshabiller aussi continuellement le projet. Donc la peinture, dès qu'on pouvait, on l'enlevait. Mais en discutant avec aussi la commune, c'est toujours qui revenait quand même sur le tapis pour cette question de ça veut dire que le projet n'est pas fini, donc ça veut dire qu'en fait il n'y a pas assez d'argent qui a été injecté, donc pour les habitants ça pourrait aussi paraître comme une sorte de manque de respect ou de l'argent gaspillé. Donc moi pour le coup j'étais toujours sur ce curseur, on essayait de tirer aussi le projet vers, on utilise cet argent pour construire cette passerelle, c'était à la fois pour des raisons de normes. Donc ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait là les combles qui ont été aménagés dans le budget initial, en fait c'est un peu comme s'ils avaient été oubliés, quoi. Quand on est arrivé, on a commencé le projet, mince, en fait le plancher il a plus de 8 mètres, donc en fait pour qu'il soit rendu accessible, il faut qu'on trouve une solution, construire un escalier de secours, quelque chose. Donc de base c'est un peu tirer une balle c'est un peu tirer une balle dans le pied, enfin il faut qu'on trouve une économie vite pour rendre ces combles accessibles. Donc ça a rendu les choses un peu compliquées. Mais pour autant, on a gardé l'idée de se faire ce auvent extérieur qui est une sorte d'extension aussi du bâtiment. L'idée, c'est de se projeter dans le futur, quoi.
dire qu'il faut, on va privilégier plutôt des usages possibles pour le tiers-lieu que cette peinture. Et j'ai un peu perdu le fil de mon explication, excusez-moi. Mais voilà, donc la partie économique est importante. Alors, ouais, on peut basculer en format table ronde et les réponses se feront, on la garde.